Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des images que j'ai tournées moi-même cet après-midi avec mon petit téléphone, à 50 km exactement du lieu des incendies catastrophiques dans le sud de la France. Les Canadair et autres avions de combat du feu s'approvisionnent absolument partout où ils le peuvent. Et si je vous disais que tout ça était préparé, voire même planifié, ça serait complotiste. Mais ça n'est pas tant que ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne qui gratte là où ça pique. Aujourd'hui, on plonge les mains dans le cendrier encore fumant du sud de la France. Des milliers d'hectares partis en fumée, des maisons rayées de la carte, des vies brisées. La routine, comme nous diraient les JT en boucle. Une simple fatalité. La météo, le vent, le pas de chance. Mais vous commencez à me connaître. Vous croyez vraiment que c'est un hasard? Vous croyez vraiment qu'on ne pouvait rien faire? Allons, un peu de sérieux. Ce drame n'est pas un accident. C'est une signature. La signature d'un abandon, d'un mépris total et peut-être d'un plan bien plus sombre qu'on ne l'imagine. Accrochez-vous, on va remonter la piste des pyromanes en col blanc. Pour comprendre le désastre, il faut d'abord regarder ce qui est censé nous protéger. Nos fiers bombardiers d'eau, les Canadair. L'image d'Épinal qu'on nous sert chaque été. Le bel oiseau jaune qui fend le ciel pour sauver la veuve et l'orphelin. Une belle histoire. Sauf que la réalité, elle, est un peu moins reluisante. Fait historique numéro 1, absolument glacial. La production du Canadair CL415, le pilier de notre flotte, a été tout simplement arrêtée en 2015. Oui, vous avez bien entendu. Le fabricant Bombardier a mis la clé sous la porte de cette ligne de production. Et pendant des années, nos brillants gouvernants n'ont rien vu venir, rien anticipé. Ils ont attendu tranquillement que notre flotte, déjà vieillissante, devienne une collection de musées. La moyenne d'âge de nos Canadair dépasse aujourd'hui les 25, voire 30 ans pour certains. Ce sont des papys volants, héroïques certes, mais des papys. Pendant ce temps, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, eux aussi, en première ligne, se posent des questions. Comment peut-on, en pleine conscience du réchauffement climatique qu'on nous serine à longueur de journée, laisser pourrir notre principal outil de lutte? C'est comme envoyer un soldat au front avec un fusil à un coup qui risque d'exploser à chaque tir. C'est du mépris. Non, c'est de la haute trahison. Et le plus savoureux dans cette histoire, c'est qu'après des années de silence radio, on nous a annoncé, fiers comme des coqs, la commande de 2 nouveaux appareils. 2. Dans le cadre d'un mécanisme européen, Rescue. Autrement dit, on n'est même plus foutu de passer commande nous-mêmes, on attend que l'Europe nous tienne la main et paye une partie de l'addition. La grande France. Mais alors, la question qui tue, pourquoi ce suicide stratégique? Manque de vision? Incompétence crasse? Ou est-ce que, peut-être, une flotte affaiblie sert certains intérêts? Une flotte au sol, c'est moins de dépenses? Non? Et quand tout a brûlé, devinez ce qu'on peut faire sur les terrains dévastés? On y reviendra. Maintenant, parlons pognon. Parce que c'est toujours là que le bas blesse. Vous pensez qu'avec le risque qui explose, le budget de la sécurité civile a suivi la même courbe? Vous êtes d'adorables naïfs. La Cour des comptes, qui n'est pourtant pas un repère de dangereux anarchistes, sort des rapports au lance-flammes depuis des années. Des documents que personne ne lit, évidemment. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que le budget est en décalage total avec la menace. Pire, ils pointent du doigt une gestion chaotique. Fait historique vérifié numéro 2, dans ses analyses, la Cour des comptes a souligné à plusieurs reprises des baisses de crédit, des reports de charges et une mise à contribution sévère du programme Sécurité civile lors des arbitrages budgétaires. En clair, quand il faut gratter des sous, on tape sur ceux qui sont censés nous sauver la peau. Logique, non? On nous parle de pacte capacitaire, de mutualisation, tout un jargon technocratique pour masquer la misère. La réalité, c'est que les pompiers sur le terrain tirent la langue. Le modèle français repose à 80% sur des volontaires, des gens admirables qui prennent sur leur temps, leur vie de famille, pour une misère. Et on leur demande d'aller au charbon avec du matériel qui a fait la guerre du Kippour. On a même vu des rapports hallucinants qui expliquent que la sécurité civile est de plus en plus sollicitée pour des missions qui ne sont pas les siennes, comme le secours à personne, palliant la désertification médicale. On transforme nos pompiers en ambulances low cost. Pendant ce temps, qui paie la facture du sous-investissement chronique? C'est vous, c'est nous, avec nos maisons, nos paysages et parfois nos vies. Alors, où va l'argent? Bonne question, peut-être dans des projets plus visibles, plus instagrammables. Une chose est sûre,
Il ne va pas là où il devrait être. Et si cet assèchement financier n'était pas une simple négligence, mais une stratégie pour nous rendre dépendants, pour nous faire accepter l'inacceptable, pour nous faire croire que la seule solution c'est le tout privé ou l'abandon pur et simple de certains territoires? La projection vers l'avenir est simple. Si on continue comme ça, bientôt, n'espérez plus voir de Canadair. Vous aurez une application sur votre smartphone qui vous enverra une notification « Vous allez brûler, veuillez évacuer dans le calme ». Et ce sera ça le progrès. Creusons encore. Un avion, aussi performant soit-il, ne fait que traiter le symptôme. La vraie maladie, elle, est au sol. Et elle s'appelle l'urbanisation galopante et criminelle. Depuis 40 ans, on a laissé construire n'importe quoi, n'importe où. Des lotissements entiers sont venus lécher les massifs forestiers les plus inflammables, des villas de rêve avec piscine, coincées au milieu des pins et des chênes lièges. Le cocktail parfait pour un barbecue géant. Fait historique numéro 3, et c'est un scandale permanent. La loi littorale, censée protéger nos côtes d'une bétonisation sauvage, est contournée, amendée, détricotée en permanence. Des maires, sous la pression de promoteurs immobiliers ou par simple clientélisme électoral, délivrent des permis de construire dans des zones classées à haut risque. On a même vu des projets de loi, comme la loi Elan, accusés de vouloir affaiblir encore plus ces protections. Le résultat ? Des milliers de personnes habitent aujourd'hui dans ce qu'on appelle des interfaces habitat-forêt, des zones pièges. En cas d'incendie, non seulement leurs biens sont menacés, mais ils deviennent un cauchemar pour les pompiers. Il faut protéger ces maisons une par une, au lieu de se concentrer sur la tête du feu. C'est une dispersion des moyens qui coûtent des hectares et des vies. Qui est responsable? Les maires qui signent? Les promoteurs qui se gavent? L'État qui ferme les yeux? C'est un système, une toile d'araignée de petite lâcheté et de grande complicité. Personne n'est responsable, donc tout le monde est coupable. Et pourquoi on laisse faire? Pour le pognon, bien sûr. Un terrain devient constructible, sa valeur est multipliée par 10, par 100, c'est la grande bouffe. Et tant pis si, 15 ans plus tard, tout part en fumée. Le promoteur sera déjà loin, en train de bétonner une autre colline. Le complot n'est même pas caché, il est là, dans les plans locaux d'urbanisme, il suffit de les lire, on autorise à construire à 200 mètres d'une forêt, en sachant pertinemment que les projections de flammes, les sautes de feu, peuvent dépasser le kilomètre. C'est envoyer les gens à l'abattoir en leur vendant un bout de paradis, et même là où on ne construit pas, on organise l'embrasement. Comment ? Par la négligence, érigée en politique d'État. Je veux parler du débroussaillement. Ce mot barbare, obligation légale de débroussaillement, ou OLD, vous dit quelque chose. C'est pourtant l'arme absolue de la prévention. Un terrain débroussaillé sur 50 mètres autour d'une maison, c'est 90% de chances que la maison soit sauvée. La loi l'impose. Mais qui contrôle? Qui sanctionne? Fait historique numéro 4, et il est d'une tristesse infinie. Ces obligations sont massivement ignorées, les contrôles sont quasi inexistants, les amendes, quand elles tombent, sont ridicules. C'est une loi qui n'est pas appliquée. Et une loi qui n'est pas appliquée, c'est une invitation au désastre. Pourquoi cette passivité? Parce que ça coûterait cher de mettre un contrôleur derrière chaque propriétaire. Parce que ce n'est pas populaire d'aller forcer les gens à nettoyer leur terrain. Alors on laisse faire. On préfère dépenser des millions en extinction plutôt que des milliers en prévention. C'est l'éternelle logique du pompier pyromane. On crée les conditions du désastre pour ensuite pouvoir jouer les sauveurs héroïques. Pire, on a assisté à une déresponsabilisation générale. L'État se défausse sur les communes, qui se défaussent sur les propriétaires, qui, pour beaucoup, ne sont même pas au courant de leurs obligations. Un serpent qui se mord la queue. Et les forêts publiques, gérées par l'ONF, l'Office national des forêts, l'organisme a subi des coupes budgétaires drastiques depuis 20 ans. Moins de personnel, moins de moyens pour entretenir, pour nettoyer, pour aménager des pare-feux. On a transformé nos forêts en poudrières. Alors quand on nous dit que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, c'est vrai. Mais l'origine humaine, ce n'est pas seulement le crétin qui jette son mégot par la fenêtre. C'est aussi le type, à Paris, dans un bureau climatisé, qui a décidé de couper le budget de l'ONF de 30%. Ce type-là est un pyromane bien plus dangereux. Et l'avenir qu'on nous dessine ? On nous parle de drones, de surveillance high-tech. Bientôt, un drone de l'armée viendra peut-être vous flasher si votre herbe est trop haute. La solution à un problème créé par le moins d'État, ce sera toujours plus de contrôle, plus de surveillance. La boucle est bouclée. On vous a rendu vulnérable. Et maintenant, on vient vous vendre la solution pour vous protéger. C'est un business plan, pas une politique de sécurité. Alors, que retenir de ce voyage au pays du soleil brûlant ?
On a une flotte de Canadair qui mériterait sa place en EHPAD parce qu'on a oublié d'en commander pendant une décennie. On a un budget pour la sécurité civile qui ressemble à un pourboire et des pompiers volontaires qui tiennent le pays à bout de bras. On a laissé des promoteurs véreux transformer des collines entières en pièges mortels avec la bénédiction d'élus locaux. Et on a transformé la prévention, l'arme la plus efficace, en une blague administrative que personne ne respecte. Ce n'est plus de l'incompétence à ce niveau. C'est un plan délibéré de mise en danger dont les raisons peuvent être multiples. Faire des économies de bout de chandelle qui coûtent des milliards, au final, préparer le terrain pour des projets immobiliers sur les ruines, ou simplement, par mépris total pour ces territoires du Sud, considérés comme de simples décors de vacances. Le vrai complot, il n'est pas dans des messages codés. Il est dans les lignes budgétaires, dans les annexes des PLU, dans l'absence de décret d'application d'une loi. Le mal est banal, administratif, et c'est ça le plus terrifiant. Alors, la prochaine fois que vous verrez ces images apocalyptiques, ne pensez pas fatalité. Pensez, à qui profite le crime? Croyez-vous vraiment à la thèse de l'accident ou pensez-vous comme moi qu'on est face à une faillite organisée? Dites-le moi en commentaire, le débat est ouvert. Abonnez-vous, activez cette cloche pour ne rater aucune analyse, mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a ouvert les yeux et passez faire un tour sur la boutique pour soutenir une information vraiment indépendante. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine révélation explosive. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.